Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film de Doberman. On regarde ça. Where am I? Le Doberman est un genre de film western, action, thriller, gangster, saupoudré de comédie noire sorti en 1997 et réalisé par Ian Coonan. Le film commence avec le baptême d'un bébé qui s'appelle Yann. Son oncle trop gentil veut lui offrir un premier petit cadeau tout mini tout gentil. Un motherfucking gun. Un Doberman qui entre dans l'église attaque l'oncle et le gun revole dans la poussette du bébé. Pensant qu'il est blessé, le père et l'oncle s'approchent du bébé pour découvrir Yann qui joue avec son nouveau jouet. Oh, c'est tellement cute. Dans un effet que je trouve plutôt badass, nous sommes maintenant avec Yann adulte qui utilise le pseudonyme du Doberman pour faire des braquages de banques et de fourgons blindés. Avec lui, son gang de fous dangereux composé de Nat la gitane, la copine de Yann qui est sourde et muette, Manu le frère de Nat qui est vraiment dégénéré de la caboche, qui veut entre autres coucher avec sa sœur. Plutôt là, hein, ma sœur, hein? Allez, belle ma sœur, ma petite sœur, ma frangine. Wow. Oh, ma mouflette. Eh Manu, qu'est-ce C'est que tu ma fais? mouflette. Manu, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de la péter comme ça, elle va te couper les couilles, c'est ça que tu veux? Mais c'est ma sœur! Ma sœur! L'abbé, un prêtre psychopathe qui grenade la gueule d'un motocycliste pendant une poursuite. Moustique, une grande gueule hyperactif qui veut toujours de l'action. Un genre d'enfant de 12 ans avec un gun. Pitbull, le molosse au cœur tendre. Et Sonia, la travestie flamboyante, à la fois fragile et féroce. Le Doberman prépare un des plus gros coups de sa carrière, braquer plusieurs banques dans la même journée. Il veut utiliser des personnes fantômes dans tout Paris pour faire des fausses alertes aux autorités et que ceux-ci ne savent pas où chercher pour les trouver. Les braquages ont lieu et les policiers réussissent à les trouver, mais cette confrontation vire très mal pour les policiers qui perdent leurs plus jeunes membres des forces de l'ordre pendant que le commissaire se fait attaquer violemment et se fait prendre en otage. Les braqueurs prennent la fuite et les policiers sont au sol, complètement détruits. Après ce grand échec, l'enquête passe dans les mains du commissaire Sauveur Cristini, un policier psychopathe, sadique, corrompu, raciste et brutal. Un fucking monstre, quoi. Cristini poursuit le Doberman comme une obsession personnelle et il est prêt à tout détruire, à franchir toutes les règles pour y arriver. La confrontation entre ces deux déséquilibrés sans morale est inévitable, et la violence brutale sera la seule issue possible. Le Doberman a en fait commencé par une série de romans policiers écrits par Joël Houssin, sortis entre 1981 et 1984. Il en a écrit 19 en 4 ans. C'est quand même débile. Les romans sont teintés d'une violence assumée et d'un ton subversif et noir. Ils offrent une vision sans concession d'une France des années 80, violente et corrompue, où les policiers sont aussi monstrueux, sinon plus, que les gangsters. Et la frontière entre le bien et le mal est inexistante. La saga du Doberman s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires partout à travers le monde. Joël Houssin a en fait lui-même écrit le scénario du Doberman et bien sûr il a incorporé des éléments de ses romans dans le film, mais même si le film et les livres ont un peu la même âme rebelle, amorale et explosive, ils prennent pas mal deux chemins assez différents. Le film est très stylisé et visuellement hystérique et se situe quelque part entre le vidéoclip et le cartoon ultra-violent. Personnellement, je dirais que la caméra et le montage sont les deux plus gros points positifs du film. Les scènes d'action sont vraiment super frénétiques et nous embarquent vraiment dans un rythme chaotique, ce qui est super divertissant.
Ce qui est assez particulier, c'est qu'on n'a pas énormément de scènes différentes d'action, comme mettons des films de gangsters ou hollywoodiens, où on est habitué à... Il y a plein de scènes d'action dans divers éléments tout au long du film, puis le film est comme vraiment partagé entre ces différentes scènes d'action-là. Dans Doberman, c'est plus des genres de set pieces qui sont assez longs. Comme mettons, on a la scène de braquage à peu près dans la première moitié du film, qui est quand même assez longue, qui se déroule quand même avec un bon temps, si on peut dire. Puis, dans le fond, on a, mettons, la scène de fusillade dans le bar, qui est à la fin, plus la poursuite de Christine et Doberman. Mais, en fond, cette scène-là, la poursuite est un peu l'espèce de continuité de la scène du bar. Donc, on a droit, tu sais, si on les compte séparément, ça fait 3 scènes d'action, mais ces scènes-là sont quand même assez longues, ce qui fait que on est vraiment très divertis, puis on embarque, puis vu que le montage, puis la caméra est vraiment intense, puis c'est coupé, puis ça nous embarque dedans, ben on a l'impression que le film a vraiment intensément de l'action, alors que les scènes, genre, il n'y en a pas tant que ça. Puis je trouve ça intéressant comme structure. On parle souvent du film en citant sa violence graphique, puis en fait, j'en arrive un peu au même point. C'est pas un film qui est toujours super violent, qui est comme graphique, qui est comme vraiment super trash avec plein de sang qui gicle partout. C'est pas vraiment ce genre-là. On a comme 2 styles un peu. On a vraiment de la violence psychologique, comme la scène où Christine torture de Sonia ainsi que sa famille. Cette scène-là est vraiment très violente, mais comme je dis, c'est pas gore, c'est juste très très malaisant avec ce qui se passe à l'écran, puis on sent vraiment mal que Christine détruit genre cette famille-là complètement. C'est vraiment vraiment intense, mais on a quand même des scènes plus sanglantes, mais c'est pas quelque chose qui s'éternise, au contraire, c'est souvent rapide, puis c'est souvent un peu pur et dur, donc c'est pas, mettons, c'est ça du gros gorge, que ça va gicler, mais quand le gars il va se ramasser quelque chose en pleine face, ben tu sais, il va la manger solide, puis on va le voir quand même, donc tu sais, c'est graphique, mais c'est pas genre excessif, c'est plus, vu que c'est hyper actif, ben on a l'impression que ça nous rentre beaucoup plus fort dans la face, fait que c'est un élément qui est très hard dans ce sens-là. La bande sonore aussi rajoute vraiment une dose de chaos dans l'espèce d'intensité du montage. Puis elle est quand même dure à décrire. C'est une espèce de mélange hybride de jazz, rock, techno, vraiment fucké. C'est vraiment orchestral, mais en même temps, c'est comme vraiment cool, années 90. Fait que c'était comme un étrange mélange. Puis ça fait comme driver un peu l'énergie du film, parce que vu que le montage est super frénétique, la musique nous embarque dedans. Fait que les scènes d'action, on est comme vraiment là sur le bout de notre chaise. Fait que c'est vraiment vraiment très réussi. Je pense que c'est un band qui s'appelle Schizophrenic, quelque chose comme ça. Je les connais pas du tout, mais en tout cas, chapeau, parce que la musique est vraiment badass. Sinon, c'est vraiment impossible de pas mentionner l'incroyable cast de ce film-là. C'est vraiment juste assez malade. Bon, déjà, on a Vincent Cassel, qui est quand même une très très grosse pointure. Le gars, il a vraiment beaucoup de talent. Mais à l'époque, il n'était pas encore aussi reconnu qu'il l'est aujourd'hui. Donc, il avait quand même eu une mini-renommée internationale parce qu'il avait joué dans le film La haine de Mathieu Kassovitz. Son rôle est complètement malade dans ce film-là. C'est un excellent film, je vous le conseille vraiment aussi. C'est assez percutant. Et son rôle est vraiment très bon. D'ailleurs, je pense qu'il avait été nominé pour 2 Césars. Donc, c'est un excellent film. Puis justement, je pense que c'est le film qui a fait tout de suite après La haine de Doberman. Donc, du moins, c'était vraiment pas très loin. Donc, c'était comme vraiment dans le début de sa carrière montante. Dans le même ordre d'idée, on a aussi Monica Bellucci, qui était encore une fois, pas très connue à l'époque. Elle avait fait quelques films en Italie. Je pense qu'elle avait fait 2-3 films français. Elle avait fait un film qui s'appelait L'appartement avec Vincent Cassel, justement. C'est là-dedans qu'ils se sont rencontrés au départ. Ils ont fait quand même plusieurs films après ensemble. Et bon, pour la plupart, si vous le savez pas, ils ont été ensemble pendant de nombreuses années. Ils ont eu des enfants ensemble aussi. En tout cas, c'est pas vraiment important de savoir ça, mais bon. Tout ça pour dire que à l'époque, elle était pas encore très connue. Elle était mannequin, elle était un peu actrice. Mais c'est vraiment dans l'année 2000, quand le film Malina est sorti, qu'elle a connu une renommée internationale.
Puis encore une autre fois, dans le même ordre d'idée, on a Romain Duris, qui était un peu aussi en pleine expansion de carrière. En fait, il avait fait des rôles qui avaient été très marquants, souvent des rôles de bandits ou d'adolescents un peu fuckés. Bon, dans ce film-là, je pense qu'il a quand même poussé encore plus loin cette espèce de personnage de fou malade. Vraiment, vraiment bizarre. Mais en fait, Romain Duris, après, il est devenu un très, très grand acteur qui a joué dans plusieurs films. D'ailleurs, il a joué dans un film que j'adore, ça s'appelle L'écume des jours, avec Audrey Tautou, qui a été réalisé par Michel Gondry sur un roman de Boris Vian. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas lu le livre, par contre. Fait que je me souviens plus si l'adaptation est comme bonne, mais dans mon souvenir, c'était comme bien adapté. En tout cas, vous m'en reparlerez si jamais vous l'avez vu puis vous en rappelez mieux que moi. Mais quand même, Romain Duris, un excellent acteur, et dans ce film-là, bon, interprète l'espèce de dégénéré de façon très, très convaincante. Mais c'est ma sœur! Ma sœur! En général, les acteurs se débrouillent vraiment très bien, ils sont vraiment crédibles et intéressants, mais je peux pas m'empêcher de dire qu'il y a un très gros point faible, c'est le fait que les personnages sont très unidimensionnel. Il y a quand même beaucoup de personnages, puis on n'a pas vraiment le temps de passer beaucoup de temps avec chacun d'eux, ce qui fait que dans le fond, ils sont pas mal obligés de jouer une seule note. Dans le fond, un seul caractère tout le temps, tout le long du film. Ils n'ont aucun approfondissement, tu sais, dans le fond, comme le moustique, celui qui est comme vraiment là, super mentor, super hyperactif, puis tu sais, un peu, tu sais, lui, il joue ça tout le long, puis il n'y a aucune variation dans son personnage. Il est comme ça, puis that's it. Puis vu qu'on passe pas beaucoup de temps avec eux, ben on n'a pas le temps de les voir vraiment briller à leur plein potentiel. Parce que les personnages sont quand même intéressants. L'espèce de unidimensionnalité qu'ils ont est intéressante. Puis c'est ce qui fait qu'on veut les connaître plus. Mais vu qu'on n'a pas le temps, ben ça reste en surface. Puis moi, j'ai trouvé ça un peu plate pour ça. Moi, un de mes personnages favoris du film, c'est l'abbé. Je trouve que ce gars-là est vraiment fucking cool. L'acteur est super bon. J'adore son espèce de soutane de prêtre avec les manches coupées pour le voir, qui est super musclé avec des grenades, des guns. Puis le fait qu'il tue du monde puis qu'il fait comme des prières en même temps. Je veux dire, le gars, il mérite son propre film. Il est vraiment fucking cool. Mais on le voit pas énormément. On le voit autant que les autres personnages. Puis même s'il se démarque par l'acteur qui est vraiment cool, par son look puis son personnage, ben tu sais, on n'a pas le temps, on voudrait en voir plus, on voudrait explorer ce gars-là, mais c'est ça, c'est un peu dommage, je trouve, pour ça. Mais le truc le plus weird là-dedans, selon moi, c'est que c'est la même chose pour le Doberman. Il est supposé être le personnage principal du film, puis on le connaît pas vraiment, on sait pas vraiment c'est qui. Puis tu sais, il y a pas tellement plus de temps d'écran qu'un personnage plus secondaire que les gars de sa gang. Je suis prêt à dire qu'on voit autant Moustique qu'on voit le Doberman. Puis selon moi, si ton personnage principal c'est le Doberman, tu dois l'approfondir plus que les autres. Mais ici, c'est pas vraiment le cas. T'sais, on n'apprend pas vraiment rien sur lui. On sait que c'est un criminel qui braque des banques. Puis on sait qu'il parle le langage des signes avec sa copine. Mais à part ça, on sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi son but. À part, mettons, genre, voler des banques. Mais c'est comme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut-tu, genre, voler intense pour après passer sa vie dans les Caraïbes? Il veut-tu, genre, juste faire des crimes parce que c'est un désir de psychopathe? Tu sais, c'est pas super approfondi, on le connaît pas. Puis, comme je dis, on apprend vraiment rien sur lui. Puis, tu sais, normalement, un personnage principal, à travers le film, il fait comme changer. Ou du moins, tu sais, avec les trucs qui arrivent, il prend une autre vision de la vie. Ou, tu sais, mettons qu'il y a un but, il réussit ou il réussit pas. Des fois, le personnage va s'améliorer, il va devenir meilleur. Ou il va devenir pire, il va devenir une plus grande crapule. Mais quelque chose va y arriver qui va comme changer ou qui va avoir un impact sur sa vie. Mais dans ce film-là, c'est pas vraiment le cas. Tu sais, je veux dire, à part, il braque des banques, puis c'est ça tout le long, puis à la fin du film, c'est le même gars qu'au début du film. Fait que je trouve que c'est comme un peu étrange comme décision. C'est définitivement une décision du scénariste et du réalisateur, mais c'est quand même étonnant de voir
que le personnage principal est comme aussi peu exploré. Puis même si je suis 100% pour justement essayer différents trucs, puis vraiment faire les choses différemment, briser les règles, je trouve que dans ce cas-là, c'est une décision qui affecte négativement le film parce que en même temps, je suis pas nécessairement non plus pour il faut absolument qu'on s'identifie à ce personnage-là. Mais vu que c'est ton personnage principal, il faut au moins qu'on passe beaucoup de temps avec ou qu'on comprenne un peu sa psychologie. Mais justement, c'est qu'il est tellement pas approfondi que on passe un peu à côté. Puis si je pousse une petite affaire plus loin, c'est un peu la même chose aussi pour la structure narrative du film. Quand on s'arrête à penser au scénario du film, on se rend compte que, en fait, il se passe pas grand-chose dans le film. En fait, on a, mettons, les scènes d'introduction des personnages. Après ça, il y a la préparation au vol qui est comme pas très longue. On a le vol lui-même qui prend quand même pas mal de temps. Après ça, on a l'espèce de petite mini-enquête de Christini. Puis après ça, on a la confrontation finale dans le bar, qui est comme justement qui est une grande scène d'action. Donc, il se passe pas tant d'affaires que ça. C'est pas comme, mettons, un film de gangster où il y a plein d'intrigues puis plein d'affaires. Là, c'est comme vraiment super straight to the point. Puis quand je dis ça, tu sais, j'ai l'air de trouver ça négatif. Je trouve pas que c'est si négatif que ça en termes de structure de film, par contre. Au niveau des personnages, je trouve ça dommage. Je trouve que d'avoir approfondi ces personnages-là, ça aurait été vraiment plus cool. Au niveau de la structure narrative, ça me dérange pas tant, tu sais, qu'il se passe pas tant d'affaires. Je pense que c'est vraiment voulu, c'est vraiment un choix du réalisateur, puis j'ai du respect pour ça, puis j'aime le film. Fait que c'est comme pas, je suis pas en train de bâcher le film vraiment, mais tu sais, il y a quand même, je pense qu'on peut noter certaines affaires que même si on aime un film, on peut lui trouver quelques défauts également. Donc c'est plus dans cette optique-là que je critique ça. Mais comme je dis, c'est pas, il n'y a pas besoin de se passer non plus 90 000 affaires dans le film. Je pense que étant donné que c'est une expérience un peu plus justement cool, vidéoclip subversif, c'est quand même correct qu'il aille rester genre justement au plus simple possible, puis on fait d'action dans votre face, puis c'est ça qui prédomine. C'est bien correct. Puis tout ça en fait en sorte que le film repose pas vraiment sur les épaules du Doberman lui-même. En fait, le film repose beaucoup plus sur les épaules de l'inspecteur Christini, qui est interprété par Tchéky Karyo. Et puis, holy motherfucking shit, man! La performance de Tchéky Crazy Karyo est complètement malade, détraquée, fucked up et peurante freakos de la motherfuckers! Sérieux, Tchéky Karyo vole le show à tout le monde dans ce film-là. Tous les gens qui ont vu le film sont tous d'accord sur ce point-là. Le gars est une putain de bête. Plus on le voit à l'écran, plus monstrueux il devient. Et je suis prêt à dire que Christini a beaucoup plus de temps d'écran, beaucoup plus de lignes de dialogue et que son personnage est beaucoup plus développé que celui du Doberman lui-même. Fait que je pense quasiment que c'est lui le personnage principal du film, ou du moins c'est vraiment ce personnage-là qui est le plus mémorable. L'inspecteur Christini est un pur psychopathe, joué par un excellent acteur et qui mérite sa place dans une liste des vilains les plus mémorables du cinéma dérangé. J'ai souvent écouté le film, puis je me suis souvent dit que des fois, il y a des trucs qui arrivent qui est vraiment super poussé, puis tu te dis comment ça se fait que personne arrête ce gars-là, qu'il n'y a aucun policier qui l'arrête, les trucs qu'il fait, c'est super grave. Mais en même temps, je me dis, les autres policiers doivent tellement avoir la chienne de ce gars-là, ils doivent tellement avoir peur qu'ils osent même pas faire un move. Des fois, tu sais, quelqu'un fait juste parler, puis Christini, il met un gun d'en face, je veux dire, il est complètement sauté. Fait que les gens doivent tellement avoir peur qu'ils osent rien faire. C'est vraiment à ce point-là. Deux dernières petites trivia sur les acteurs. En fait, on a droit à 2 caméos dans le film, 2 caméos de réalisateurs. Le premier, en fait, le personnage qui est pris entre les 2 portes de la banque lors du premier braquage est en fait le réalisateur du Doberman, Jan Kounen. Et puis le gars du restaurant sur la rue, dans le fond, qui donne un kebab à l'inspecteur Christini, est en fait le réalisateur très très controversé, Gaspard Noé, qui a réalisé des films comme Irréversible avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, mais aussi les films Soudain le vide, Seul contre tous, Climax, etc., etc.
C'est absolument certain que je vais parler de Gaspard Noé sur cette chaîne. Ce gars-là mérite vraiment sa place dans une chaîne comme le cinéma des curiosités. Une des critiques négatives que j'entends vraiment très souvent sur le film et qui rejoint un peu mes points que j'ai parlé plus tôt, c'est que le film est vraiment du style au-delà de la substance. Eh bien, oui, définitivement, je pense vraiment que c'est le cas. Mais en même temps, je me dis, dans chaque petite parcelle du film, je ressens vraiment que c'était l'intention du réalisateur, que c'était son choix et une décision vraiment prise. Donc, on peut-tu vraiment qualifier ça comme un défaut du film, alors que c'était prémédité et c'est ça qui était voulu? Donc, je pense qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais comme je dis, je pense pas que c'est un défaut du film d'être style over substance. D'ailleurs, dans une entrevue, il a dit « J'étais un peu radical à l'époque du Doberman, mais c'était un peu une posture aussi. Il fallait être contre quelque chose, contre un certain cinéma. Le Doberman, c'est un western urbain. Mais ce qui était clair, c'est qu'on souhaitait ramener un peu d'action dans le cinéma français, une approche de cinéma d'action que je qualifierais d'irrévérencieuse. Je crois que ce qui nous caractérisait, c'est qu'on revendiquait le droit de faire des films mal élevés. En tout cas, à l'époque, ça me semblait important, nécessaire même. Aujourd'hui, je me battrais pas forcément pour refaire un film comme Doberman. À l'époque, c'était clair, je militais pour plus de cinéma de genre en France. Puis d'aller à l'encontre du style de cinéma populaire qui est parfois très complaisant et qui se tient dans ses zones de confort pour pas troubler personne. J'ai pas le choix d'approuver la démarche grandement, puis même si le résultat est pas parfait, le film est vraiment une tornade qui rentre avec force et qui bouscule tout le monde sur son passage. Kounen a quand même poussé la rébellion assez loin pour son premier long métrage d'ailleurs. Il y a comme vraiment une scène dans le film qui est reconnue où le personnage de Manu va en dehors du bar pour aller chier dans la rue. Et dans le fond, quand on voit qu'il s'essuie les fesses, on voit qu'il prend le magazine français Les Cahiers du cinéma, qui est un magazine un peu huppé sur le cinéma d'art. Et c'est un acte de pure provocation. Puis moi, je trouve que l'art a vraiment besoin de ce type de provocation-là. Le Doberman incarnait en fait une forme de militantisme esthétique qui voulait secouer un cinéma français conventionnel et promouvoir le cinéma de genre. Puis c'est clair que le Doberman a semé une graine dans l'imaginaire des cinéastes français, puisque avec les années qui suivèrent la sortie du Doberman, il y a eu quand même pas mal de films plus rebelles, plus trash qui sont sortis. Bon, on pense à des films comme Shaitan, Martyr, À l'intérieur, Baise-moi. C'est tous des films qui repoussent les limites du cinéma, de ce qu'on a le droit de faire en cinéma. Donc, je dis pas que le film a vraiment une influence directe sur ces films-là, mais c'est clair que le film a ouvert des portes. C'est un précurseur au cinéma trash français qui a vraiment explosé dans ces années-là, dans fin 90, début 2000. Ça l'a comme un peu... ça l'a comme embarqué vraiment intensément. Donc, je pense qu'on doit quand même avoir du respect pour le film du Doberman. Bref, Doberman est un film culte pour les amateurs de subversifs. C'est un film qui a polarisé énormément à sa sortie, mais c'est également un film que, personnellement, je trouve qu'on ne parle pas assez, autant dans le cinéma de genre que de style un peu cinéma trash français, justement. On parle souvent des films que j'ai nommés un peu plus tôt, mais le Doberman est beaucoup moins cité et je trouve qu'il mérite qu'on en parle plus et il mérite aussi que vous le regardiez pour une première fois ou pour une seconde, troisième fois. Ça vaut la peine. Pis toi, t'en penses quoi du film? Dans les commentaires. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie. Et à la prochaine!